La belle vie, la belle vie, la belle vie. Eh oui, on prend le temps de se refaire une petite beauté, comme on le voit, et aussi de changer quelque peu de cadre. Hein. On a changé quelque peu de cadre. J'essaye de recadrer pour faire moins cuisine. Voilà. Et effectivement, si on fait moins cuisine, ça devient déjà un peu plus littéraire. Et ce n'est pas pour me déplaire, puisque là, carrément, je peux aller par là et on prend un petit livre, un vieux livre qui date pas d'hier. Et là, c'est par exemple un tout petit livre. Il s'agit des fables. Fables de Pierre Lachambeaudy. Une édition, sixième édition de 1849, et couronnée 2 fois par l'Académie française. Voilà, avec une petite préface de Pierre Vinsart. Il est deux genres de littérature essentiellement aimés de ceux qui n'ont que peu d'instants à consacrer à leur instruction, la chanson et la fable. Ce sont en effet deux sœurs de caractères semblables, cheminant souvent de compagnie dans l'histoire des peuples, gaies, vives, satiriques, sévères dans l'occasion. Elles ont, par la brièveté de leur langage, par la coquetterie de leur ajustement, une grande puissance sur les masses qu'elles éclairent et moralisent. Peut-être la chanson n'est-elle pas toujours aussi grave que sa compagne, et abandonne-t-elle le côté sérieux de son rôle pour se contenter de réjouir le cœur de ceux qui sont absorbés par les travaux manuels. Alors, il faut le dire, elle est loin d'avoir la chasteté de sa sœur. Elle oublie sa primitive pureté et n'a de remarquable que son gros rire et son effronterie. Mais vienne une circonstance, un événement digne d'exciter son courroux. Hein, donc là, je vais en profiter évidemment pour, c'est ce qui est intéressant, mais vienne une circonstance, un événement, hein, et non pas un événement digne d'exciter son courroux, et la chanson s'armera promptement pour le combat, ne prenant pas même, comme la fable, le soin de s'envelopper d'un voile. Elle ira droit au but et se présentera hardiment, le front haut, la poitrine découverte, au risque de succomber. Aussi, il est facile d'attribuer à un profond sentiment de reconnaissance la sympathie que le peuple a constamment témoignée à ces deux formes poétiques. Et pour ne parler que de la fable, il nous semble qu'on a eu tort de n'expliquer que par sa frivolité apparente la supériorité qu'elle a acquise sur l'esprit des nations. Sans doute que l'attrait qu'elle offre par l'enjouement de son allure a dû être pour quelque chose dans le perpétuel succès qu'elle a obtenu. Mais de là, à présumer que ce soit son unique mérite, il y a à notre sens une erreur, car elle traite les questions les plus importantes et les résout si clairement qu'elles sont comprises instinctivement par tous ceux qui portent le nom de créatures humaines. Les infortunés, qui semblables à Atlas supportent le fardeau social, n'ont pas besoin de grands efforts intellectuels pour s'apercevoir qu'il serait juste qu'ils eussent une existence moins misérable. Cette infatigable protestation de l'allégorie contre ce que les sociétés antiques et ou modernes renferment d'immoral, de tyrannique, se fait trop bien sentir pour que les acteurs intéressés de ce grand drame ne puissent s'y reconnaître. Qu'ils s'appellent parias, ilotes, serfs ou travailleurs, ils savent bien que c'est leur chair qui palpite sous les griffes des lions, sous les serres des vautours, et il ne leur est pas difficile de comprendre que c'est du côté des serfs
des brebis et des colombes que se trouvent la raison et le bon droit. On a souvent répété que les hommes étaient ingrats envers ceux qui cherchaient à les affranchir de la servitude, sans songer que l'une des preuves contraires pourrait être l'affection qu'ils ont portée aux fabulistes de toutes les époques. Si l'imprimerie étant inconnue, les compositions des Lockman, des Bidpai, des Ésope et des Phèdre ont pu parvenir jusqu'à nous, ce n'était pas, certes, le petit nombre de savants et de philosophes existants, alors qui pouvaient nous les faire connaître. Il fallait nécessairement que ces compositions fussent incarnées dans les masses, qui retiennent ce qu'elles aiment et les transmettent aux générations suivantes. Un enthousiasme passager peut avoir sa justification dans les circonstances particulières au milieu desquelles il est né. Qu'elles disparaissent et il s'évanouit. Mais lorsqu'il est durable, lorsqu'il a reçu la consécration des siècles, il faut en rechercher la cause dans des motifs assez puissants pour ne pas en dédaigner l'étude. Nous n'essaierons pas ici, à l'appui de cette assertion, d'entreprendre l'historique de la fable, attendu qu'il a été fait plusieurs fois déjà, et surtout avec talent, par M. Augustin Chao, dans un travail consciencieux placé en tête de la 2e et de la 3e édition du présent recueil. Que nos lecteurs nous permettent seulement d'exprimer notre opinion sur l'avenir que nous supposons être réservé à l'allégorie, car nous sommes loin de penser qu'ayant rempli sa mission, elles doivent être condamnées à l'oubli. Nous comprenons facilement qu'il ne soit question que, pour mémoire, des tours de force rythmiques de Jodl et de Baïf. Nous ne regrettons nullement que les rondeaux, les madrigaux et les sonnets soient ensevelis sous la poussière des bibliothèques, c'est justice, et nous ne sommes point surpris du dédain que les écrivains sérieux montrent à leur égard. Les hommes intelligents doivent produire autre chose que des mots, sous peine de voir leurs œuvres délaissées. Il ne peut en être ainsi de la fable, elle possède trop d'éléments qui la rendent impérissable. Contenant beaucoup de pensées exprimées d'une manière laconique, son action est immédiate sur les esprits auxquels elle s'adresse. Elle offre d'excellentes leçons à propos des événements les plus communs de la vie. Elle grammatise ce qu'elle raconte pour le rendre saisissable à tous. Sa concision, jointe à la forme harmonieuse et cadencée qu'elle choisit de préférence, permet qu'elle puisse aisément se graver dans la mémoire de ceux qui n'ont pas le loisir de consulter d'énormes in-folio. Une supériorité réelle que la fable a aussi sur les autres expressions de la littérature, c'est qu'elle ne prend la parole qu'étant inspirée par un sentiment moral. Son but est toujours généreux, honnête. Qu'on lise n'importe quel fabuliste, l'on peut être certain d'y rencontrer d'utiles pensées, soit que le poète attaque les vices inhérents aux individus, soit qu'il ridiculise les institutions oppressives et venge les opprimés par un trait de satire qui, pour paraître léger, n'en est pas moins sanglant. Oui, les peuples ont raison de l'aimer. Qu'est-ce en réalité que les préceptes du Coran? Qu'est-ce que les paraboles du Christ, sinon de sublimes apologues? L'œuvre de M. Lachambeaudy est une réponse à l'opinion consistant à croire que la fable était un genre tellement usé qu'il serait difficile d'en tirer parti au profit de l'éducation générale. Lorsque son premier volume parut, on l'accueillit avec étonnement, qui aurait pu décourager un caractère moins persévérant que le sien. Des fables au XIXe siècle, c'était un véritable anachronisme. Non pas qu'on n'en fît plus, quel était le littérateur du mérite le plus mince, qui ne se fût amusé par manière de passe-temps à en composer quelques-unes, mais un volume tout entier. S'était montré dès le début une obstination dont on ne pouvait raisonnablement lui savoir gré. C'était, et voilà le grand tort, se proclamer fabuliste, ou plutôt fablier, comme aurait pu dire la princesse de Bouillon. On lui donna d'excellents conseils pour l'engager à ne pas persister dans cette voie fatale. Quelques-uns de ses critiques, ne pouvant méconnaître son art de faire les vers,
allèrent même jusqu'à lui prouver qu'il ferait mieux d'écrire en prose. Quant à lui, il se rappela l'avocat Patru, conseillant aussi à La Fontaine de ne pas faire de fables, et au lieu de s'amender humblement, il publia, pour toute réponse, un second volume qui ne différait du premier que par son épaisseur. Il contenait 50 fables de plus. Oh, pour le coup, notre homme était devenu tout à fait incorrigible, et méritait qu'on lui appliquât ironiquement le mot de Madame de la Sablière: il produit des fables comme le pommier donne des pommes. Nous ne savons vraiment ce qu'on eût dit si le pommier avait rapporté des figues, et si au lieu de livrer d'aussi jolies fables au public, notre poète se fût avisé de faire de mauvaises tragédies n'ayant jamais les honneurs de la représentation, ou pis encore, des vaudevilles qu'on aurait impitoyablement sifflés. Ne forçons point notre talent, avait dit le bonhomme, et à l'appui de cette maxime, Monsieur Lachambeaudie avait vu où conduisaient ces pernicieuses exhortations de sortir du chemin qui nous est tracé. Que de grandes et belles natures avaient gaspillé les trésors qu'elles possédaient en ne voulant pas prendre de direction. Quel triste spectacle que celui de ces infortunés, morts à la peine, sans gloire, sans consolation, pour avoir parcouru follement toutes les routes en ne s'arrêtant à aucune. Cet enseignement était terrible et devait effrayer celui qui se serait trouvé tenté de s'égarer de nouveau. En morale ainsi qu'en littérature, si la constance ne procure pas le bonheur, c'est encore le seul moyen d'arriver au but qu'on veut atteindre. Monsieur Lachambeaudie le mit en pratique et pourrait dire s'il lui a réussi. L'histoire littéraire d'un écrivain étant à notre avis bien plus intéressante que les 1000 accidents composant son existence matérielle, qu'il nous soit permis de continuer celle de notre fabuliste. On lui adressa, entre autres reproches, celui de n'avoir pas tenu compte de ses devanciers, en donnant à ses fables une conclusion nouvelle. Cette divergence consistait à s'attaquer aux préjugés sociaux, et à ne pas se préoccuper autant qu'eux des vices individuels, en un mot, à se plaindre de la société et non de l'homme. En cette circonstance, on lui opposa La Fontaine, sans réfléchir au peu d'analogies existant entre le XVIIe siècle et le nôtre, etc., etc. Évidemment, ça continue. Nous en sommes arrêtés à la page 10 de cette préface, présentant donc le petit recueil des fables de Pierre Lachambeaudie, paru en 1849. Voilà, sur Chameroux Télé, on ressort les vieux livres, les vieux livres qu'on a sans doute trouvés à 2 €, de ci, de là, au gré de nos pérégrinations.